Bonsoir. Un auteur ce soir, un livre, un texte. L'auteur que je vais dire est Marc Potrel. Le livre, Le métier de dormir, récit. La liste des mots. Son père et sa mère, le jour de ses 13 ans, lui avaient offert le dictionnaire Robert. Il renfermait tous les mots du monde, tout ce qui existait, toutes les choses réelles ou imaginables, tous les objets, tous les animaux et tous les arbres de la terre avaient leur nom dans ce dictionnaire quelque part dans l'un des 7 tomes. Chaque volume était très épais, très long et très lourd, avec ses pages au papier renforcé et sa solide reliure de cuir. Le jeune garçon le déposait sur le bureau de sa chambre et l'ouvrait grand. Le livre occupait alors tout l'espace de travail et il devait faire reposer ses poignets sur le bord de la table. Il choisissait une page, au hasard, et il regardait s'il connaissait les mots qui y figuraient. Sur l'étagère de sa chambre, il avait dû faire de la place pour ranger les ouvrages. Il avait enlevé les Jules Verne et n'avait laissé que le petit livre à couverture jaune de la Bible, texte intégral, de la Genèse au 2e livre des Chroniques. Depuis « S'il est permis, vous, quelqu'un qui appartienne à son peuple, que l'Éternel, son Dieu, soit avec lui pour qu'il monte » jusqu'à « Au commencement, Dieu avait créé le ciel et la terre ». Il aimait la Bible, car c'était le plus merveilleux des romans d'aventure. Tout y était inventé, mais c'était la plus belle de toutes les histoires, car c'était celle de l'avenir, celle qui, parce qu'elle n'était pas réelle, finirait par survenir un jour. La Bible formait la carte routière de l'espace qu'il voyait devant lui lorsqu'il songeait à son avenir et ce qu'il ferait plus tard quand il serait adulte. La Bible inventait quelque chose qui n'était pas encore là. Le dictionnaire, au contraire, récapitulait tout ce qui existait. Il renfermait le monde passé et présent d'une manière synthétique. La Bible elle-même, dans la version qu'il possédait, avait été composée avec des mots pris dans ce dictionnaire. Les 7 grands volumes du dictionnaire avaient fourni le fil avec lequel la Bible avait été tissée. Le dictionnaire donnait les notes. La Bible composait la musique et l'enfant, en lisant l'ouvrage saint, jouait les airs dans sa tête. Pour lui, sa pensée était créée grâce au dictionnaire car il pensait en mots. Jadis, lorsqu'il était tout petit, à peine plus long et plus lourd qu'un seul tome de ce dictionnaire, dans sa tête il réfléchissait déjà par mots. Bien sûr, bambin, il ne savait pas encore parler car les enfants, à leur naissance, ne parlent pas. Durant les mois où ils attendent dans le ventre de leur mère, les tout petits enfants apprennent un par un tous les mots du dictionnaire. Et comment les employer pour parler? Mais au moment où ils sortent, à lire livres et naissent, ils oublient tout. Ils perdent la mémoire et ils débutent leur vie dans le monde sans aucun mot. Ensuite, ils doivent aller à l'école de longues années pour réapprendre à parler. Mais lui, du haut de ses 13 ans, il était persuadé qu'il avait pensé avec des mots dès sa naissance, même avant de connaître les mots.
lorsqu'il réfléchissait dans sa chambre obscure avant de s'endormir ou dans la rue en marchant les mains dans les poches. C'étaient des mots du dictionnaire qui se formaient dans sa tête. Sans connaître ces mots, on ne pouvait pas penser, on se retrouvait comme un chien ou un chat. On aboyait furieusement, on miaulait tristement, mais plus on connaissait de mots et plus on maîtrisait leur sens exact, mieux on pouvait penser et réfléchir tout seul. L'univers tout entier se trouvait enfermé dans les tomes de ce gros dictionnaire que venaient de lui offrir ses parents. Tout était là. Rien n'était ailleurs. La vie du dehors, les bruits de la route, les sirènes des policiers, le vacarme des pelleteuses, le vent, la pluie, le soleil qui bougeait sans cesse, tout cela, tous ces objets étaient déjà nommés un par un ou expliqués mot après mot dans le grand dictionnaire. Il y avait tout, même en petits morceaux, comme un sachet de confettis. Il fallait lire chaque confetti et le relier aux autres confettis. Il fallait former des phrases, et c'était pour cela que les hommes et les femmes étaient venus sur Terre pour former des phrases, en reliant les mots entre eux. Il lirait la totalité des 7 volumes du dictionnaire, page après page, petit à petit, dans le désordre et au gré du hasard et du temps libre que lui laissait l'école, ses copains et ses parents. Le dictionnaire Robert était si grand et si lourd qu'il ne pouvait soulever qu'un volume à la fois, et il savait que ni son père, ni aucun homme seul ne pouvait déplacer tous les volumes en une fois. Il était très fier d'être l'enfant à qui les parents avaient offert pour son anniversaire le grand dictionnaire alphabétique et analogique de sa langue maternelle, la liste des mots disponibles sur Terre. Les fissures. Un homme d'une 30aine d'années, pas très grand, brun avec une grosse moustache et un visage pacifique, les cheveux hirsutes mais le regard calme, déambulait alentour. Le fou du quartier. Il allait et venait toute la journée dans les rues. Il avançait la nuque inclinée comme voûté, il observait ses souliers. Tout le monde le connaissait. Dans le sud de la ville, il ne travaillait pas, il logeait chez l'habitant, les services d'aide sociale lui donnaient des colis pour survivre. Il consacrait ses journées à une seule activité. Errer sur les trottoirs entre les rues Malbec et Saint-Germain et dessiner sur le sol. Il avait à la main une craie blanche et il traçait de longues lignes sur le trottoir. Il marchait, puis il s'arrêtait, il regardait autour de lui, cherchant quelque chose, fronçant les sourcils, examinant des formes qu'il était seul à voir, puis il se penchait. Il posait la craie sur les pavés beiges et il se déplaçait lentement ainsi, traçant une ligne continue sur des dizaines et des dizaines de mètres à même le trottoir. Par-dessus les cales céramiques disposées en losange, par-dessus les descentes de gouttières en fonte, sur la chaussée, sur le rebord et sur le caniveau, contre le mur des maisons et sur le mur, parfois. Ses traits n'allaient pas droit, mais décrivaient des ellipses parfaites, de larges courbes étonnamment régulières. Quand il avait commencé à tracer, il continuait, sans se relever, cassé en deux, le corps plié à hauteur du bassin, les jambes tendues, le bras en extension, recourbé,
tout entier, comme une épingle à cheveux. Ces lignes blanches étaient si longues qu'elles semblaient découper le trottoir et la chaussée, délimiter deux espaces de part et d'autre de la trace. De longues et fines et blanches et ininterrompues fissures s'ouvraient ainsi au bord des maisons et au milieu des rues, sur la surface ocrée des pavés en terre cuite et sur le bitume anthracite de la route. La pluie, la poussière, le vent, la chaleur, le passage des piétons et des voitures effaçaient peu à peu toutes les lignes qu'il avait tracées. Au bout de 2 jours, on ne voyait plus rien. Alors, il revenait les inscrire à peu près au même endroit et en composant à peu près les mêmes formes. Ces lignes blanches délimitaient sur le sol du quartier d'immenses pièces de puzzle. Il avait tracé la forme des morceaux à emporter. Il ne restait plus qu'à les découper pour démonter tout le quartier, les maisons, les routes, les trottoirs, les abribus, les squares, les jardins, les cours d'école. Faire disparaître tout le quartier, tout emporter. De temps en temps, il se heurtait à un pan de mur, souvent un immeuble récent, et son trait arrivé perpendiculairement au mur paraissait vouloir continuer sa course sur le sol, mais ne le pouvait pas. Alors, sa craie traçait la limite sur le mur à la verticale, et son trait montait jusqu'à la hauteur maximum qu'il pouvait atteindre le long du mur, sur la pointe des pieds, le bras tendu, puis s'arrêtait net. C'était le seul cas où il arrêtait une ligne. Quand on marchait dans le quartier, à moins qu'il pleuve à torrents, on voyait toujours sur le sol les lignes blanches qu'il avait laissées derrière lui, ininterrompues et elliptiques. Et on posait les pieds dessus, d'un côté ou de l'autre. On se retrouvait toujours dans un des ensembles qu'il avait délimités, dans un de ces cercles de géants qu'on ne pouvait voir entièrement que du ciel. Je vous remercie.